RCF et Radio Notre-Dame, le débat du jour. Il est 9h10, le débat du jour ce matin avec au programme Louis Dauphren. On va parler du Louvre, nouvelle renaissance pour le musée le plus visité du monde, où Emmanuel Macron, on se souvient, avait tourné une séquence historique au moment de son arrivée au pouvoir en 2017. Donc le Louvre est peut-être un retour aux sources. Comment nos débatteurs voient-ils cette initiative de la part du chef de l'État, qu'il s'agit donc de rénover le Louvre pour en faire un musée encore plus fréquenté qu'il ne l'est aujourd'hui à l'horizon 2031. Voilà le premier sujet que nous traiterons, puis nous parlerons de la submersion, c'est le terme de la semaine, le mot de la semaine, submersion, avec François Bayrou, ou submersion migratoire. Qu'est-ce que cela peut susciter comme réaction et puis engendrer comme conséquence sur l'état de la politique qui est un petit peu compliqué vu le Parlement et l'instabilité aujourd'hui. Et nous irons enfin du côté de Washington avec la catastrophe aérienne, non pas pour essayer de savoir ce qui s'est réellement passé, parce qu'on ne le sait pas, l'enquête n'a pas dit son dernier mot, mais de voir comment les choses sont interprétées politiquement. Et justement, vous parliez de submersion migratoire. Pensez-vous qu'il y ait une submersion migratoire dans certains départements de France? Dites-le nous par mail, direct@radionotre-dame.com. Décidément, c'est vendredi. Ou direct@rcf.fr. Pour en parler ce matin, nous sommes avec Philippe Guibert. Bonjour. Bonjour. Ancien directeur du service d'information du gouvernement. Marie d'Armagnac, bonjour. Bonjour à tous. Journaliste indépendante, spécialiste de l'Italie. Merci d'avoir accepté d'être dans le débat du jour. Justement, il commence. Avec le chef-d'œuvre de Léonard de Vinci en arrière-plan, le chef de l'État s'est voulu donc ambitieux, avec un plan baptisé Nouvelle Renaissance du Louvre, un double clin d'œil à la période du portrait peint par Léonard de Vinci au début du XVIe, mais aussi à son parcours politique, lui qui a nommé son parti Renaissance. Donc on va essayer de croiser les symboles pour ce projet qu'il a qualifié de colossal, 700 à 800 millions d'euros, même peut-être plus sur une dizaine d'années, et qui fait beaucoup réagir Marie d'Armagnac. Oui, effectivement. Alors, on voit que, première chose, juste sur le plan politique, après on va parler du Louvre, Emmanuel Macron essaye d'occuper l'espace qui lui reste sur le plan de la visibilité médiatique et de l'action, effectivement. Et puis, évidemment, on pense tout de suite aux grands travaux de François Mitterrand et à cette volonté de laisser un témoignage de grandeur après son passage, parce qu'Emmanuel Macron, je pense, se rend bien compte qu'il n'est plus là pour très longtemps, même s'il parvient au bout de son mandat, ce qui n'est pas encore assuré. Ce qui n'est pas assuré, ce qui est discutable. Après, on a vu effectivement que Laurence Descartes, la présidente du Louvre, a lancé un cri d'alarme sur l'état du Louvre et les nécessités d'un grand plan de restauration. Et puis, il y a aussi une volonté, c'est deux dossiers, une volonté de réaménager des espaces du musée, et notamment les espaces d'accueil, parce qu'ils avaient été conçus pour accueillir les 4 millions de visiteurs par an de l'époque, et il y en a 8, et le Louvre veut arriver à 12. Donc il y a à peu près les chiffres, bon après ça va varier bien sûr, mais c'est 400 millions pour le réaménagement des espaces d'accueil, etc. et 500 millions pour la restauration. Laurence Descartes dit les 400 millions de réaménagement avec ce que le Louvre lui-même, la gestion du Louvre, on le prend à notre charge, mais elle demande à l'État de prendre en charge la restauration. Donc, c'est sûr que, si vous voulez, il y a un paradoxe, on parle de budget, etc., mais en même temps, c'est une urgence, objectivement. Je pense que c'est une urgence de cette restauration du... Ça vous paraît pertinent, donc? Oui, ça me paraît pertinent. Après, il est évident que, sur le plan juste strictement politique, Emmanuel Macron veut un peu surfer sur entre guillemets, la vague Notre-Dame et le succès objectif de cette campagne de restauration, qui n'est pas forcément due à lui-même. Je pense plutôt au maître d'œuvre, au directeur de l'ouvrage et notamment au général Georges Lain, etc. Mais je pense qu'il veut il veut vraiment occuper le peu d'espace politique qui lui reste. Voilà. Philippe Guibert, avec, faut-il le préciser, une seconde entrée que le chef de l'État entend... C'est ça, du côté de l'autre côté du quartier. Oui, effectivement, sur le fond, c'est certainement... Il y a de quoi largement justifier cette opération de restauration. Ce qui est quand même très particulier, vous disiez, il essaye d'occuper l'espace politique qui lui reste en jouant sur la restauration, la veine de Notre-Dame, c'est tout à fait exact. Mais c'est quand même très particulier de venir annoncer de nouvelles dépenses alors qu'on a un gouvernement et un parlement qui n'arrivent pas à boucler un budget. Il y a quelque chose de très décalé dans tout ça. Je dis pas du tout sur le fond, j'en comprends parfaitement
la nécessité. Mais ce qui m'a frappé, c'est qu'on a un gouvernement qui n'arrive pas à faire des économies de dépenses publiques et sociales. Il n'y a d'ailleurs pas de majorité à l'Assemblée nationale pour faire de vraies économies en réalité. Et la porte-parole du gouvernement a dit qu'il fallait faire attention à ne pas ajouter des dépenses dans cette période. Et le président de la République arrive comme si de rien n'était. Comme si nous étions en période normale, aux belles années, où on pouvait dépenser... Maintenant, est-ce que ce sont des dépenses ou un investissement? Parce que comme le disait... Non, mais vous avez raison, comme disait Marie Lamagnac, s'il y a 12 millions de personnes qui viennent, on se rattrapera, le loup se rattrapera sur la fréquentation, logiquement. C'était ma deuxième remarque. Autant je trouve évidemment totalement légitime de restaurer le plus grand musée du monde, le musée emblématique de la France, tout ça. Autant créer une nouvelle ouverture pour finalement s'adapter au tourisme de masse et passer, les chiffres que vous avez cités, c'est aussi ceux que j'ai lus, passer c'était prévu pour 4 millions, on en a 8, et on en aura 12, me fait presque peur, pardonnez-moi, d'avoir cette réaction un peu frileuse. Je suis moi-même touriste dans d'autres villes, ça m'arrive même de faire un peu le touriste à Paris, et ça m'arrive d'aller en Italie, dont vous êtes spécialiste, donc je suis effrayé par 12 millions de visiteurs au Louvre. Est-ce qu'on doit tout sacrifier au tourisme de masse? Je trouve que c'est une question qu'on devrait se poser. Et est-ce que derrière... On augmente le prix du billet d'entrée au Louvre, donc on pourrait dire que ça fait réduire... C'est une incitation à pas trop venir, puisque forcément... Oui, avec des tarifs différenciés pour les extra-européens. Comment on limite ce tourisme de masse? Parce qu'en fait, je ne sais pas si... Vous avez raison, mais je suis étonné par l'évolution de Paris. Enfin, ça fait partie pour moi d'une évolution de Paris qui me laisse mal à l'aise en tant que Parisien. Et qui consiste à être une ville où on ne peut plus circuler, et une ville-musée, une sorte de ville où tout est consacré au tourisme extérieur, parce que ça fait de l'activité économique, évidemment, je comprends bien, mais je suis pas très à l'aise avec cette évolution de notre capitale. Une précision, la création de cette nouvelle grande entrée se situera donc au niveau de la colonnade de Perrault, sur la façade orientale de l'ancien château. Il y aura un concours d'architecture qui sera organisé pour une inauguration d'ici 2031 au plus tard. C'est ce qu'a dit le chef de l'État, Marie Darmaniac. Effectivement, moi je plus sois à ce que vous venez de dire. Il y a une évolution de Paris qui est quand même très inquiétante et qui est une vraie rupture, parce que ça devient une ville-musée, effectivement, au service des touristes, du tourisme de masse, au détriment des petits commerçants, des artisans, de tout ce qui faisait le charme, la ce pourquoi on aimait Paris, le centre de Paris. Les voitures, la politique de voitures interdites, c'est absolument dramatique, honnêtement. Pourquoi ? Mais pourquoi ? Parce que on ne peut pas tous, on n'est pas tous en forme pour se déplacer en vélo ou en trottinette. Et donc ça veut dire que c'est les 15-25 ans, les 15-35 ans ou 40 ans qui peuvent venir à Paris, se déplacer sans problème, etc. S'il y avait une offre de transport en commun qui était, si vous voulez, équivalente à ce qu'on a supprimé en termes de mobilité automobile, d'accord, mais enfin là je suis venue c'est pas très facile, honnêtement. En métro. Ah oui, il y a une qualité de service qui est extrêmement dégradée. Donc en fait, si vous voulez, il y a tout ça qui fait que cette transformation de Paris aux mains des étrangers, des touristes étrangers qui viennent, et au détriment des Parisiens en fait, et de ceux qui veulent. Moi j'ai dû quitter Paris en fait. C'est pas possible. On peut plus quand on a une famille, etc. On peut plus habiter Paris. Mais ça fait longtemps que c'est pas normal. La chose est engagée. Ça fait longtemps. Avant Anne Hidalgo. Et pour revenir à cette histoire des 12 millions de visiteurs au Louvre, ça, j'avoue que je suis assez d'accord. Quand on va au Louvre, il y a une queue invraisemblable devant le petit tableau de la Joconde, avec une armée de bras tendus, avec des perches à selfie, etc., pour essayer... Enfin, je veux dire, il n'y a plus aucun rapport naturel et direct avec les œuvres, et surtout quand on regarde que c'est en face de merveilles de l'art italien, des primitifs italiens, etc., et que personne ne regarde. Donc il y a une espèce de... Il y a un dévoiement, honnêtement, du regard qu'on peut porter aujourd'hui, mais c'est uniquement c'est tout le monde, en fait. C'est vraiment malheur au tableau vis-à-vis des œuvres d'art. Malheur au tableau qui se situe non loin de la Joconde. Et c'est les Noces de Cana. Personne ne les regarde. C'est un tableau magnifique dans le dos de la Joconde, je crois. Sauf qu'il y aura... Alors on ne sait pas, parce qu'il y aura un espace dédié. Ils vont changer peut-être la configuration. Peut-être y aura-t-il une seule place dédiée, une seule salle dédiée à la Joconde. Ce qui permet de répondre, dans les... Ce qui pourra peut-être répondre à la surfréquentation. Répond à votre objection qui est tout à fait juste, c'est qu'ils veulent créer une salle dédiée, si j'ai bien compris, en sous-sol, c'est du moins ce que j'ai lu, de façon à protéger un petit peu la Joconde et à mieux réguler aussi
ce que vous décriviez très bien, qui est les files d'attente interminables pour rentrer au Louvre. Les noces de Cana sont accrochées dans la même salle aujourd'hui. Il y a 20 000 visiteurs par jour pour la Joconde. Alors, selon les projections, si on passe à 12 millions, ça risque évidemment d'accentuer les embouteillages, voyez-vous. Les embouteillages sont à la fois dans les rues de Paris et dans le Louvre. Je vais faire du mauvais esprit. Les noces de Cana, c'était un tableau qui était dans le Santa Maggiore à Venise, que Napoléon, quand il a pris Venise, est parti avec. Et là, quelques Italiens nous en veulent un peu pour cette prise de guerre. Mais je referme la parenthèse. Tableau de Véronèse. Tableau de Véronèse, bien entendu. Il y a un petit débat en ce moment en Italie sur savoir s'ils veulent récupérer ou pas la Joconde. Voilà. C'est juste pour le fun. Je rajoute ça pour le... Débat mis sur le devant la table par qui ? Par le pouvoir ? Oui, peut-être. Non, pas par le pouvoir, je crois pas. Mais n'est-ce pas un débat qui a déjà été tranché ? C'est un truc qui ressort régulièrement. Parce que c'est histoire d'alimenter l'espèce de petite animosité parfois grande entre la France et l'Italie, en fait. Voilà. Mais pour revenir au Louvre et à ce que ça implique comme mode de vie, effectivement, on va jouer les frileux réactionnaires ce matin, mais c'est vrai que d'aller dans un musée qui est surpeuplé vous dégoûterait presque. Moi, c'est une de mes activités culturelles ou touristiques que je préfère, mais qui me décourage complètement. Mais toutes les salles du Louvre ne sont pas surpeuplées. Non, bien sûr, vous avez tout à fait raison. On peut visiter des salles en parfaite tranquillité. Tenez, on va faire réagir les auditeurs, peut-être savoir s'ils ont visité récemment le Louvre, direct@rcf.fr ou direct@radionotre-dame.com. Dites-nous si vous avez été choqué en visitant le Louvre, peut-être par la surfréquentation, comme l'a été Philippe Guibert. Vous avez été récemment, Philippe Guibert, au Louvre ? Je suis allé voir l'aile égyptienne, revoir l'aile égyptienne avec mes beaux-fils pour leur montrer, et ça les avait vivement intéressés. C'était tout à fait vivable. C'était il y a moins d'1 an. C'était tout à fait vivable parce qu'effectivement, dans cette aile-là, et il n'y avait pas une population de masse qui empêchait de voir les œuvres. Et donc, dans ce cadre-là, c'est assez agréable. Mais sur les tableaux de la Renaissance, évidemment, la Joconde, c'est beaucoup plus compliqué. Mais voilà, je trouve qu'on s'interroge pas. Je comprends la volonté de restauration, c'est bien. Emmanuel Macron a quand même été je fais une parenthèse, il était quand même le président des restaurations plus que des créations. Finalement, il a restauré Notre-Dame et tout le monde l'en félicite. C'est une de ses grandes réussites puisqu'il a tenu les délais. Et là, il restaure le Louvre, qui est un autre symbole patrimonial de la France. Et finalement, Villers-Cotterêts aussi. Villers-Cotterêts, vous avez tout à fait raison. Dans des styles très classiques. Oui, absolument. Mais c'est le président des restaurations, c'est pas le président des grands travaux de création. Des restaurations à l'identique, en plus. Absolument. Mais il nous a peut-être épargné cela, justement. Oui, mais en même temps, souvenez-vous des débats sur la pyramide du Louvre. Les colonnes de Buren. Alors, les colonnes de Buren, je suis moins enthousiaste sur les colonnes. La Grande Arche de la Défense, etc. Mais la Grande Arche de la Défense ou la pyramide du Louvre, c'est quand même des formidables réussites. Ou l'Opéra Bastille. Et l'Opéra Bastille aussi, même si... Enfin, Mitterrand, il y a quand même allé fort sur le... Je pense que c'est tout à fait impossible aujourd'hui d'y aller aussi fort sur des grands travaux. Regardez Chirac, il a quand même fait le musée des Arts Premiers, il a créé un musée. C'est le dernier président, je pense que les présidents qui ont suivi, Sarkozy, Hollande... Et aujourd'hui, Emmanuel Macron, si mes souvenirs sont bons... Il y a le Louvre à Abu Dhabi. Oui. Il y a peut-être une dernière question à laquelle je n'ai pas de réponse, mais est-ce que tout le patrimoine français, mais en dehors de Paris, ce sont des grandes restaurations très, très parisiennes, très centrées sur le... Et est-ce que ça se fait? Alors, une question d'arbitrage budgétaire, on parlait de budget qui est, pour dire un peu familièrement, qui est quand même à l'os. Qu'est-ce qui est prévu pour les musées, les monuments, le patrimoine en dehors de Paris? Tout le reste. Où les touristes ne vont pas. Est-ce que c'est pas au détriment? Enfin voilà, c'est une question que je pose. Raison, mais on est dans un paradoxe. C'est pour ça que je trouve que s'il y a un petit côté des connexions où un président de la République, tel le magicien, tel le roi qui guérit les écrouelles, trouve des centaines de millions, parce que c'est quand même un budget à quelques centaines de millions. On peut dire 1 milliard, parce que ça sera sûrement dépassé. Ça sera sûrement dépassé. À un moment où on peine à trouver quelques centaines de millions d'économies, parce qu'on est incapable de faire des économies sur notre état social, et donc on ronge on grignote tout ce qu'on peut dans toutes les autres administrations, dont forcément celle de la culture aussi. Je suis d'accord que c'est étonnant. On peut pas dire que
dans ces 2 mandats, Emmanuel Macron a vraiment eu le sens des circonstances. Honnêtement, on l'a vu avec l'exemple quand même le plus frappant, c'est la dissolution qui s'est à ce moment-là de cette façon. Et c'est quand même, ça reste un mystère. Pas le fait de dissoudre, mais comme ça. Effectivement, il y a un sens des circonstances qui est assez étonnant pour employer une expression un peu un euphémisme, disons. C'est une façon de survoler la vie politique, de la dédaigner éventuellement. Mais est-ce que c'est pas une façon de survoler tout court le réel ? Est-ce que, pour appuyer ce que vous dites, il y a vraiment un problème je pense qu'il y a un problème de déconnexion. Et là, effectivement, ça se voit. C'était pas le moment. Il pouvait annoncer ça une fois le budget voté. Exactement. Il y a une vraie déconnexion avec l'opinion publique réelle, pas celle médiatique. Ce que ressentent vraiment les gens, en fait. Il pouvait au moins annoncer la volonté de restauration, de maintien en l'état du Louvre, et attendre que le budget soit voté. Ce qui était tout à fait légitime, je pense. Voilà, la partie la plus légitime que personne ne peut contester, de remettre le Louvre à niveau, si j'ose dire, et puis d'annoncer plus tard un grand projet pour le Louvre. Ouais. Mais effectivement, il a voulu faire les deux et insister en particulier sur le grand projet. Mais pourquoi l'a-t-il fait alors ? Parce qu'il ne peut pas s'empêcher d'exister ? Pour quelle raison ? Il y a peut-être un message subliminal qui renvoie à 2017 et à cette séquence dont je parlais tout à l'heure, où il a marqué. On a tous en mémoire le soir de sa marche solitaire. Le soir de sa première élection et cette très longue marche qui était un peu irréelle, et puis son discours avec juste la pyramide du Louvre derrière, sur cette image. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce discours au soir de 2017, sa première élection. Très fort symbole. Un symbole très fort qui a fait beaucoup parler. Le côté pharaon n'étant pas... voilà. Et donc... Emmanuel Macron est à la recherche de son rôle dans la configuration politique. C'est-à-dire, je pense qu'il a beaucoup de mal à passer d'une situation où il s'est occupé de beaucoup, voire de presque tout, pendant 7 ans, peut-être trop, beaucoup trop même, avec une concentration des pouvoirs, une remontée des arbitrages, beaucoup chez son secrétaire général et avec lui-même, et à une situation où il est de facto beaucoup moins en prise avec les décisions quotidiennes. Et on a l'impression que la diplomatie ne lui suffit pas, alors que c'était pour un président de la Ve République. Si ça se trouve, il s'ennuie. Il s'ennuie, en tout cas. Sait-on jamais. Non, mais je pense qu'il est à la recherche d'une confiance perdue. C'est-à-dire qu'il se dit comment je vais pouvoir renouer un lien avec les Français. Et partir pas sur un échec et une chute. Et puis, alors, pour revenir juste sur cet aspect quand même un peu déconnecté, il y a bien des gens qui lui disent, ou alors est-ce qu'il n'écoute vraiment plus personne, ou est-ce que plus personne n'ose lui dire ? C'est une question qu'on peut poser. C'est difficile de répondre. Hein. Oui. Et peut-être qu'en regardant, en contemplant les œuvres d'art du Louvre, il va pouvoir méditer lui-même sur la suite de son... Sur la vanité des choses et du pouvoir. Exactement. D'ailleurs, on ne sait pas quel est son tableau préféré. C'est une question qu'on pourrait lui poser. D'ailleurs, on l'invite. S'il écoute, sait-on jamais, il peut réagir par mail. Merci beaucoup, Philippe Guibert, Marie Darmagnac. Le débat du jour qui continue. Philippe Guibert, je rappelle que vous êtes l'ancien directeur du service d'information du gouvernement. Marie Darmagnac, journaliste indépendante, spécialiste de l'Italie. RCF et Radio Notre-Dame, le débat du jour. Le mot... Ah, pardon. Non, mais allez-y. Non, mais j'allais représenter nos invités. Écoutez, allez-y, représentez, il le mérite. Voilà, Marie Darmagnac, journaliste indépendante. Philippe Guibert, auteur de Gulliver enchaîné, le déclin du chef politique, c'est aux éditions du Cerf. Et justement, Louis Dauphren, pour parler ce matin d'eux. J'étais submergé par l'émotion. Voilà. C'est le mot submersion, justement, qui va nous occuper à présent. C'est un petit peu le mot de la semaine employé par l'agrégé de lettres François Bayrou. Est-il volontaire ? Il y a en quelque sorte une sorte de comment dirais-je, de querelle un petit peu byzantine sur le sujet pour savoir si c'est une bévue ou une stratégie assumée de la part du Premier ministre. C'est la question aussi que l'on va poser à nos débatteurs. Pour certains, il se met de nouveau dans les mains du RN. Pour d'autres, il n'y a aucune malice pour s'acheter une non-censure du Rassemblement national. Qui voyez-vous précisément ? Philippe Guibert. Alors, il y a la submersion, il y a le sentiment de submersion. Vous avez suivi, c'est tout ça. Parce que François Bayrou, dans un premier temps, parle de sentiment de submersion pour essayer d'exprimer ce que ressent l'opinion publique vis-à-vis de l'immigration dans notre pays.
Et puis, il y a la submersion elle-même, et le lendemain, il parle de Mayotte, où effectivement, on peut parler de submersion. Je trouve qu'on a 50% de la population à Mayotte qui est clandestine, venant des Comores. Quand vous avez 50% de la population qui est clandestine, je crois qu'on doit pouvoir parler de submersion. Il a fait allusion aussi à la Guyane, qui est dans une situation très compliquée. Alors, sentiment de submersion ou submersion, c'est vrai que le mot submersion est très marqué politiquement. C'est un mot d'abord du Front National, ensuite du Rassemblement National. Et sentiment de subversion, je crains que c'était un peu trop subtil pour le débat politique français qui adore... On ne retient pas le sentiment. On ne tient pas le sentiment. Ce qu'il a exprimé, il l'a expliqué à plusieurs reprises. Sur le fond, son idée se tient beaucoup. Il dit l'immigration, c'est une question de proportion. Et que dès lors que cette proportion est dépassée, ce qui pouvait être une attitude d'accueil de la population française au départ, devient une attitude de rejet. Et de facto, quand on regarde un petit peu les études d'opinion, ça fait 15 ans, 20 ans qu'on a les 2 tiers des Français qui trouvent qu'il y a trop d'immigration en France. Oui, on ne peut pas dire que ça date d'hier. On ne peut pas dire ça. Vous me rappelez que j'étais directeur du service d'information du gouvernement qui fait beaucoup de sondages pour le gouvernement, et j'ai regardé ça de près pendant des années. Au début du quinquennat de François Hollande, vous dites avoir 2 tiers des Français qui trouvaient qu'il y avait trop d'immigration en France. C'était donc il y a 13 ans, très exactement. Donc, évidemment que l'opinion trouve qu'il y a trop d'immigration en France. Après, on peut jouer sur les mots. Après, est-ce que ça serait plus intéressant, plutôt que de jouer sous les mots et de faire des polémiques en disant « Oh mon Dieu, il a dit submersion ». C'est vrai qu'il aurait peut-être pu éviter d'utiliser un mot du Rassemblement National. Mais enfin bon, le sujet est là, la réalité est là, le sentiment est là chez les Français. Ça serait de vraiment réfléchir à une politique de l'immigration qui soit réaliste. Ça serait ça qui serait intéressant. Ce que je regrette dans le débat politique français, c'est qu'on fait beaucoup de querelles sur les mots, mais on agit relativement peu. Donc, quelle est la politique de l'immigration que l'on veut ? Alors évidemment, tout le monde est contre, enfin presque tout le monde même, est contre l'immigration illégale. Ok, mais comment on fait, puisqu'on sait qu'il y a de l'immigration légale et qu'elle a tendance même à augmenter un petit peu. Et puis, est-ce qu'on trouve, par exemple, moi je trouve positif qu'il y ait des étudiants étrangers qui viennent en France. C'est vrai qu'ils sont nombreux, qu'il y a parfois quelques abus. Ok, mais sur le fond, c'est très positif. L'immigration de travail, il peut nous en avoir... Il y a des occasions dans des métiers, des secteurs où on en a besoin. On ne sait pas faire sans. Mais en même temps, le regroupement familial, même s'il a beaucoup baissé, peut poser question. Et puis les détournements du droit d'asile peuvent poser des questions tout à fait légitimes. Et puis globalement, quelle est la capacité d'accueil, d'intégration, d'assimilation de notre pays ? Puisque on peut avoir besoin d'immigration, et moi je suis pas du tout pour l'immigration zéro, mais il faut qu'on puisse être en capacité d'accueillir, d'intégrer et d'assimiler. Donc j'aimerais qu'on se pose des questions, un peu pragmatiques, plutôt que de partir dans des débats purement idéologiques et symboliques. Je trouvais que ce soit raisonnablement piloté déjà. Exactement. Marie d'Armagnac. Moi, je trouve ça absolument affolant, cette polémique, parce que c'est la marque quand même de jouer sur les mots, de passer une semaine, de faire un chantage sur le vote du budget de la part des socialistes pour qu'il retire ce qu'il a dit, etc. Alors, ce qui est intéressant aussi, je fais une petite incise, c'est que François Bayrou est un homme de sa génération, et donc il lui reste quand même une certaine spontanéité dans le verbe. Tout n'est pas complètement bloqué et pesé ou trébuché par les communicants, comme Gabriel Attal, par exemple. C'était pas préparé. Je sais pas, c'est peut-être préparé, mais enfin, il l'a dit. Enfin, voilà, on l'a pas empêché de le dire, donc c'est déjà pas mal. Non, c'est très inquiétant parce que pendant le temps qu'on perd, en fait, le temps qu'on perd sur des débats de sémantique, parce qu'on n'a pas le droit de dire, parce qu'on s'est enfermé, parce qu'on s'auto-censure, parce qu'on peut plus en dire, parce que c'est un terme du RN. Bah oui, si en fait, si personne n'en parlait avant, bah ils se sont emparés de la question, et depuis 30 ans. Oui, d'accord, hein, mais en fait, il faut agir pendant ce temps-là. Et on a des exemples aussi bien en Europe, éventuellement chez Mélanie, mais surtout aux États-Unis. Quoi qu'on en pense, c'est l'action. En ce moment, c'est l'action qui est mise en scène. Et nous, c'est la preuve vraiment moi ça me rend malade, d'une espèce de décadence politique, de l'action politique, d'une chute. Ce débat incroyable sur des mots. Enfin voilà. Alors après, juste un chiffre.
Depuis l'an 2000, il y a une baisse donc depuis 25 ans, il y a une baisse de 28% des naissances de 2 parents nés en France et une hausse de 36% des naissances de 1 parent né hors UE. Et l'augmentation de naissances de 2 parents nés hors UE, donc les 2 parents, est de 73% en 25 ans. C'est juste un chiffre. C'est pour montrer que l'immigration, c'est une réalité. C'est pas juste un sentiment de l'opinion publique, etc. Il y a des chiffres. Voilà. C'est-à-dire donc hors UE, donc ça c'est en augmentation de 70%, 73% depuis 25 ans. Dans les naissances de parents, la naissance de 2 parents nés hors UE en 25 ans, elle a augmenté en France de 73%. Donc voilà. Ça c'est factuel. Et dans le même temps, il y a une baisse je vais le dire plus brutalement, de 28%. Vous voulez dire les Français qu'on appelle, le mot est affreux, de souche, font beaucoup moins d'enfants que les Français d'origine immigrée. C'est ça. C'est pas seulement ça, c'est qu'il y a un effondrement. Mais c'est aussi qu'il y en a plus. Et il y a, si vous voulez, l'apport migratoire depuis 25 ans, d'accord, ils font plus d'enfants, mais ils sont plus nombreux à voilà. Mais si ces enfants sont en France, ils sont français. Ces enfants sont-ils français, ceux dont vous parlez? Ben oui. Donc, quel lien avec l'immigration? C'est pas à l'origine depuis 25 ans, si vous voulez cette. Mais un quart des Français d'origine n'est pas entre guillemets, pour reprendre les mots de Philippe Guibert. Et je mets vraiment beaucoup de guillemets. Pierre-Hugues Breton, par exemple. Exact. Non, mais effectivement, je pense que si je remonte dans ma généalogie, j'ai peut-être des gens qui sont pas nés en France. Et je rentrerai peut-être dans vos chiffres. Je pense que ça n'a rien à voir. Là, c'est une immigration qui est. Il y a un solde migratoire, si vous voulez, qui a augmenté d'une façon phénoménale et qui a donné des enfants qui sont naturalisés en France parce que c'est le droit du sol et non le droit du sang, comme par exemple en Italie. Et il y a un problème, effectivement, toutes les questions que vous posez, il y a aussi un problème de réforme du code de nationalité. On le voit à Mayotte, mais c'est un petit exemple de ce qu'on pourrait, des questions qu'on pourrait se poser pour la France. Oui, parce que ça s'applique évidemment à Mayotte. Territoire métropolitain. Les femmes qui viennent accoucher à Mayotte viennent parce que leur enfant est français. C'est la même chose en Guyane. Oui, il y a un problème tout à fait spécifique à Mayotte qui est absolument pas comparable à ce qu'on vit dans la métropole. C'est pas les mêmes dimensions. Enfin, non, le territoire n'est pas le même. 50% de clans quasi clandestins à Mayotte, c'est pas exactement le cas en métropole. Donc, et donc il y a un problème de droit du sol effectivement à Mayotte, mais le droit. Il faut le réviser pour vous. Il faut réviser le droit du sol. À Mayotte, la question se pose vraiment, mais pour ce qui est de la France dans son ensemble, je suis plus qu'interrogatif. C'est une tradition française depuis l'Ancien Régime. C'est même pas la République c'est la monarchie qui a créé le droit du sol. Alors dans des circonstances et des conditions qui n'ont plus rien à voir avec aujourd'hui. Pour les armées, beaucoup. Oui, bien sûr, vous avez raison, tout à fait raison. La chair à canon. Mais c'est devenu un principe républicain ensuite. Et moi, je ne suis pas favorable à remettre en cause des grands principes républicains. La vraie question, elle est, me semble-t-il, pas sur le droit du sol, elle est encore une fois sur notre capacité à accueillir, intégrer, puis assimiler. Et donc, là où il peut y avoir un souci, c'est que quand vous avez un trop grand nombre, comme le dit François Bayrou, en proportion, un trop grand nombre d'étrangers qui arrivent en même temps, vous pouvez avoir des difficultés à accueillir, à intégrer, et il y a des échecs de l'intégration. Il y a des réussites, mais il y a des échecs, et des difficultés à assimiler. Et donc le problème, il est là. Et donc, à mon sens, il faut beaucoup mieux maîtriser l'immigration, mais on attend encore les moyens. C'est là mais quand on parle de submersion, Philippe Guibert et Marie Lamanek, quand on parle de submersion, la métaphore liquide permet de se dire que les capacités sont totalement dépassées. C'est comme si... Oui, mais les capacités sont en bonne partie dépassées. Ne nous racontons pas l'histoire. Donc on peut plus se poser la question de savoir si on est en capacité, puisqu'on ne l'est plus, sinon on ne parlerait pas de submersion. Oui, bien sûr. Alors c'est vrai que, là où vous avez raison, madame, c'est que l'immigration, quantitativement, a profondément augmenté depuis 20 ans, mais en particulier depuis la grande crise migratoire de 2015. C'est vrai que le nombre de visas donnés par an a presque doublé. De premiers visas a presque doublé en une dizaine d'années. Et donc, les questions qu'on se posait sur l'immigration il y a 20 ans et celles qu'on se pose aujourd'hui ont changé de dimension, puisque la vague migratoire, effectivement, existe. Elle n'existe pas qu'en France, d'ailleurs. La question se pose aussi en Allemagne, qui vient d'adopter un texte sur l'immigration en brisant un tabou, puisque la droite allemande a voté avec l'AfD, qui est à 20% dans les sondages, et qui est un parti beaucoup plus radical et extrémiste que le Rassemblement national en France, a voté un texte sur l'immigration. La question de l'immigration depuis 10 ans est devenue centrale
dans toutes les grandes démocraties occidentales. Mais la France est un petit peu, je dis pas isolée, mais singulière. Elle a une position un petit peu singulière dans la mesure où elle a peut-être plus de mal que des pays comme l'Allemagne ou l'Italie à trouver des compromis sur le sujet. Oui, vous avez raison, parce qu'en France, Marie d'Armagnac, par exemple, pour l'Italie. Alors, pour l'Italie, je voulais juste revenir sur on parle d'immigration. Moi, j'ai parlé à dessein d'immigration hors UE. C'est-à-dire qu'il y a un solde migratoire qui est très déséquilibré depuis 25 ans dans un certain sens. Mais l'immigration depuis toujours... si vous voulez, je pense que l'immigration intra-européenne qu'il y a eu, notamment d'Italie, des pays latins, enfin de partout en fait en Europe, du Portugal par exemple. Voilà, pour la France. c'est fait de façon beaucoup plus fluide et douce. Pourquoi ? Parce qu'il y avait je suis désolée, mais il y a un moment, il faut le dire, faut dire des gros mots. Il y avait un substrat culturel commun, si vous voulez, occidental, qui fait que l'intégration était plus facile. Et puis il y avait une volonté cette immigration était là pour travailler en fait, et voulait travailler. Et on a vu des réussites assez sur le plan social. Alors là, pour le coup, dans cette immigration, l'ascenseur social marche. C'est-à-dire que des gens, vous avez eu par exemple, je pense, immigration aussi bien italienne que portugaise. Vous avez des exemples de gens, de parents qui sont arrivés, ou polonaises qui sont arrivés. Et moi, j'ai discuté avec des gens, c'est incroyable, qui arrivent en tant qu'ouvriers, etc. Donc des métiers plutôt manuels, etc. Dont les enfants font médecine, font des grandes écoles de commerce, etc. Pourquoi ? Parce que ils ont réussi à s'intégrer, parce il y a des valeurs communes, il y a des références communes dans tous les pays d'Europe, avec toutes les différences qu'il peut y avoir. D'une part, il y a une volonté de travail, en fait. Ce qui n'a pas empêché que ça a mis quand même un peu de temps aussi, parce qu'ils n'ont pas toujours été très bien accueillis, fussent-ils européens, chrétiens et bons catholiques. Absolument. Non, mais ça, c'est autre chose, mais il y a une question de nombre, et puis il y a une question de type d'immigration. Et là, on est vraiment face à un autre problème, je pense. Pour aller dans Philippe Guibert. Vous parlez de l'islam, pas autour du pot. Absolument. Il y a une difficulté. Mais est-ce que ça se limite à une religion ? Pardonnez-moi de vous interrompre. Est-ce que ça se limite à une religion C'est une culture. Ou d'aires culturelles, de références qui ne sont pas exclusivement religieuses ? Non, il y a une question sur l'islam. Il y a une question sur l'islam qui est que l'islam, depuis 30 ans, 40 ans, depuis la fin des années 70, début des années 80, entre l'Iran, le départ de les mouvances islamistes, frérisme, les frères musulmans, salafisme, gentiment envoyé un peu partout par l'Arabie Saoudite, notre grand allié, à commencer par les pays du Maghreb. Boualem Semsal, qui est dans une prison algérienne, raconte ça très bien dans ses livres, au moment où il voit arriver des salafistes qu'il n'avait jamais vus et qui n'étaient pas du tout la tradition du Maghreb. Donc il y a eu une offensive au sein de l'islam, de mouvances qu'on peut qualifier de fondamentalistes et donc d'islamistes. Et donc l'islam est en crise. L'islam vit cette crise et il y a des répercussions sur nos pays et sur la France en particulier, avec des personnes de culture musulmane dont les croyances et les pratiques sont travaillées par cette offensive islamiste qu'on voit partout dans le monde arabo-musulman. Et ça aboutit en France à une plus grande difficulté. L'islamisme est un obstacle, à mon sens, à l'intégration et à l'assimilation. Et que entre la pratique des travailleurs immigrés qu'on fait venir dans les années 70 et la pratique de leurs petits-enfants, ou d'une partie de leurs petits-enfants, beaucoup plus rigoriste, parfois fondamentaliste, il est évident que la difficulté d'intégration et d'assimilation est encore plus grande. C'est-à-dire que ceux qui sont là depuis plus longtemps sont beaucoup moins intégrés. Beaucoup plus intégrés, vous voulez dire ? Non, ceux qui sont là depuis plus longtemps, c'est-à-dire les grands-parents, etc. Il y a une question de chiffres, de proportions aussi qui rentrent vraiment en ligne de compte pour cette intégration. Ils sont plus intégrés que leurs propres petits-enfants. Donc il y a vraiment un échec. Oui, c'est ça. Il faut savoir que... Mais qui n'est pas lié qu'à la France, enfin qui est lié au fait que l'islam est travaillé en profondeur par des... Et le problème, si vous voulez, c'est que cette crise de l'islam, comme vous dites, a été importée sur le territoire français, puisque je vois que les citoyens de pays à majorité musulmane sont à 72% ceux qui ont bénéficié d'un premier titre de séjour en 2021. Donc il y a une question de masse. On importe vraiment, notamment cette crise. On importe, ça laisse entendre que c'est actif. Or, en réalité, c'est plutôt passif. L'immigration... on gère pas. Oui, mais parce que ces personnes, quoi qu'il arrive... Enfin, il y a quand même des gens qui mettent des tampons sur les visas. Oui. Et c'est ça... On le gère dans un sens, laisser faire, laisser passer.
C'est ça que je veux dire. Quand on dit n'importe, c'est pas une volonté forcément. Et il se trouve qu'on ne fait rien contre. On ne fait rien. C'est ça. N'exagérons pas non plus. La question, en fait, c'est on considère aussi l'immigration comme un tout, mais comme vous l'avez dit, Philippe Guibert, en fait, peut-être que au sein même de l'immigration, il y a entre les personnes qui veulent travailler, s'intégrer, etc., qui se retrouvent confondues avec d'autres personnes avec lesquelles finalement elles ne partagent peut-être pas grand-chose. Ah mais complètement. C'est pour ça que se retourne contre global sur l'immigration n'a pas grand sens parce que tout dépend effectivement des qualifications des personnes qui viennent. Ça compte énormément pour leur bonne intégration parce que d'avoir une immigration de personnes peu qualifiées n'est pas toujours gage de meilleure intégration. C'est la réalité aussi. Et donc le discours global sur l'immigration, encore une fois, c'est ce qui me gêne beaucoup dans le débat parce que entre des étudiants souvent marocains, il faut distinguer les situations. Qui viennent souvent marocains, à peu près la moitié des étudiants qui viennent. Je suis prof dans une école d'enseignement supérieur et j'ai beaucoup d'étudiants marocains et je trouve ça formidable. Qui réussissent bien dans l'informatique ou même à qui réussissent bien dans plein de domaines. Mais c'est pas la même chose que l'immigré clandestin qui détourne le droit d'asile parce qu'il est dans la mouise dans son pays, pour dire les choses, parce que les causes sont... On parle beaucoup des guerres et des guerres civiles, il y en a incontestablement, mais il y a aussi surtout une immigration sur fond de misère économique et sociale. Parce que quand vous êtes pauvre dans un pays du Maghreb, votre avenir, c'est quand même très très compliqué. Et donc de globaliser le discours sur l'immigration est très très compliqué et aboutit à dire des choses fausses. Ce qui est vrai, c'est que la nature et l'origine géographique de l'immigration a évolué ces dernières années. C'est incontestable. En même temps que la quantité. Vous pouvez réagir par mail direct@rcf.fr ou direct@radionotre-dame.com. J'en déduis qu'on passe à un autre sujet puisque vous avez envoyé la virgule, Pierre-Hugues. Mais c'est pas grave, j'avais encore une question. Pardon, excusez-moi, mais je voyais qu'il reste 8 minutes et 10 secondes. Oui, c'est vrai. Oh là là, non, mais j'avais simplement une question en fait beaucoup plus politicienne. C'est-à-dire, si vous pouvez y répondre rapidement, c'est qu'attend François Bayrou de ce type de prise de parole? Est-ce que ça va avoir une incidence sur le 49.3 éventuel, la censure dont il est encore menacé? C'est juste ça. Est-ce que vous y voyez une arrière-pensée politicienne au-delà du débat sur l'immigration tout à fait intéressant que vous avez traité? C'est même pas sûr, comme vous le disiez, madame, je suis pas sûr que c'était totalement préparé, tout ça. Et que le fait d'avoir utilisé un mot choc parce que marqué, estampillé Rassemblement National, a eu des conséquences politiques qu'à mon avis, il n'avait pas anticipées. Donc pour vous, c'était pas calculé. Ça, c'est le premier point pour Philippe Guibert. Pour vous, Marie? En fait, ça peut l'avoir été, mais en tout cas, il l'a dit. C'est ça que je veux dire. Oui, bien sûr. Voilà. Oui, bien sûr. Il l'a dit. En revanche, moi, ce que je trouve quand même extrêmement, je vous dis, préoccupant, je vais me répéter, mais c'est de voir que ça crée une polémique. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on ne peut plus dire dans le débat public à l'heure où la France, effectivement, ne va pas bien. On n'est pas dans les 30 glorieuses. Submersion migratoire, ce que vous dites, ça sous-entend qu'on a pu le dire par le passé, puisqu'on ne pourrait plus le dire. Submersion migratoire, ça a toujours été un mot qui a été très connoté. C'était Jean-Marie Le Pen qui a utilisé face à Bernard Tapie dans un débat dans les années 90, et ça a toujours été très connoté. C'est d'ailleurs ce qu'on reproche aujourd'hui à François Bayrou. C'est un peu le problème, c'est-à-dire que si on en est encore, si vous voulez, à se dire on peut pas employer ce terme parce que Jean-Marie Le Pen l'a employé. Franchement, c'est complètement c'est une métaphore de l'impuissance politique actuelle. C'est pas possible. Oui, mais enfin, on doit pouvoir dire les choses. On peut faire le contester, mais on peut au moins avoir. On peut faire le constat, parce que ça c'est chiffré, qu'il y a une augmentation du volume de l'immigration. Ça, de là à dire que c'est une submersion partout sur le territoire, c'est extrêmement contestable. C'est extrêmement contestable. Et donc, encore une fois, je vous dis très franchement, Mayotte, on peut parler de submersion sans aucun problème. Allez, on ne va pas clore ce débat, et puis de toute façon... Non. Quel est l'intérêt de clore un débat? Il n'y en a pas, puisque justement tous les jours, on peut remettre le sujet. Vous voulez que j'envoie à nouveau une virgule? Non, c'est bon. Écoutez, je vais me débrouiller tout seul maintenant, j'ai compris. Voilà, non, mais ça n'est pas grave, Pierre-Hugues. Vous savez, la radio, on s'amuse et on est là pour justement passer un bon moment ensemble autour de questions sérieuses. Et c'est une question sérieuse que j'aimerais savoir maintenant, c'est quelle analyse vous livrez de la manière dont Donald Trump a parlé de la catastrophe aérienne, dont on ne sait pas encore grand-chose. Les 2 boîtes noires de l'avion qui s'est écrasé à Washington, 67 personnes ont été retrouvées hier soir par les enquêteurs qui cherchent à comprendre les causes de cette catastrophe, liée selon le président américain au programme promouvant la diversité au sein de la fonction publique américaine. C'est ce rapprochement entre les deux faits,
l'accident, l'écrasement, je ne dirais pas le crash sur une antenne qui respecte la langue française, donc l'écrasement de cet avion à Washington, le drame, puisqu'il s'agit de la pire catastrophe survenue sur le sol américain depuis qu'un avion de ligne s'est écrasé après son décollage à New York en novembre 2001. Voilà, ça remonte. Et donc le rapprochement entre cet accident et l'interprétation qu'en donne Donald Trump, Philippe Guibert. Eh ben, ça témoigne tout simplement que Donald Trump veut tout idéologiser, y compris ce qui n'a a priori rien à voir avec l'idéologie. Je veux dire, un accident d'avion, on verra les causes, mais d'aller chercher la diversité quoi, des contrôleurs, ça veut dire que si on est contrôleur noir ou asiatique ou hispanique, on est moins bon contrôleur que d'autres contrôleurs. Je comprends pas bien le propos. Et c'est très révélateur de sa façon de systématiquement mettre de la politique pour accuser les démocrates. Sur les incendies à Los Angeles, il a vu le même type de réaction. Sur le recrutement au sein des pompiers, sur etc. Le recrutement, où on voit pas bien que, même si on peut avoir plein de discussions sur les trans et autres, on voit pas bien en quoi qu'un pompier soit de telle ou telle origine ou de tel ou tel genre, on voit pas très bien ce que ça change au fait qu'il est en capacité ou pas d'éteindre le feu. Donc cette façon de systématiquement remettre du sel idéologique, pas toujours de très bon goût, est une méthode de Trump, ou même ce qui apparaît complètement en dehors du champ de la polémique politique, il le remet dans une polémique politique et idéologique. C'est un combat de tous les instants où tout est bon pour faire combat. Pressé de questions pour savoir s'il mettait directement en cause les contrôleurs aériens et les politiques de diversité pour expliquer la catastrophe. Il a reconnu ne pas savoir encore, mais ajouté que ça a pu être le cas. Donc, on est dans une sorte de flou. Mais... Il dit aussi qu'il ne sait pas. Voilà. Non, je pense que ce qu'il a voulu... Enfin, j'en sais rien, je ne suis pas à sa place, loin de là. Mais je pense que ce qu'il a voulu remettre en question, c'est les politiques de discrimination positive, en fait, tout simplement. Est-ce qu'il y a eu dans le... Et je pense que c'est ce qui remet en cause, effectivement, c'est cette politique des démocrates. Est-ce qu'il y a eu des vagues de recrutement plus en fonction de la diversité? Peut-être que il pose la question de savoir si les compétences n'en ont pas pâti. Après, moi, je pense que c'est trop tôt pour savoir exactement de quoi il s'agit. Tout le monde a vu la vidéo. Elle est très étrange. Et on sait... Mais alors après... Qu'est-ce qu'elle a d'étrange? Mais parce qu'on... On ne comprend pas pourquoi l'hélicoptère ne change pas de direction, en fait. Après, c'est difficile, on n'a pas l'angle, etc. Ce qu'on sait, c'est que le contrôleur a dit est-ce que vous voyez vraiment les lumières de l'avion? Il fonçait dessus. Donc, je ne sais pas. Il faut quand même savoir, mais bon... L'équipage de l'hélicoptère était relativement expérimenté, a fait savoir le ministre de la Défense, mais on ne sait pas ce que veut dire ce relativement. Était relativement expérimenté. Est-ce que ça veut dire qu'il ne l'était pas assez ou est-ce qu'il l'était suffisamment? Là, il y a une petite ambiguïté sur les termes. Bon, l'enquête le dira sans doute. Philippe Oui, Guibert. L'enquête le dira sans doute. Tout ça, effectivement, on ne comprend jamais un accident d'avion compte tenu de tous les éléments de contrôle auxquels sont soumis, fort heureusement, la navigation des hélicoptères ou des avions. Mais je reviens sur Trump et je veux bien que la politique de discrimination positive ait eu des effets pervers aux États-Unis. Ça fait longtemps que ça peut être dit, mais de vouloir, en reconnaissant lui-même qu'il ne sait pas, il est président des États-Unis quand même. Oui. Il a bien dit qu'il ne savait pas. Absolument en fait. Rien. Non. Et a priori, c'est pas forcément un problème de contrôle aérien en plus. Enfin, je veux dire, on ne sait pas. On saura, mais si ça se trouve, c'est absolument pas un problème de contrôle aérien. Et d'aller tout de suite politiser, idéologiser sur un drame, quand même, 67 morts, je trouve ça d'une grossièreté incroyable. Enfin, voilà, je dis pas Trump, je prends pas Trump pour un fasciste, hein, mais il y a des qualités en plus de politique incontestables, indéniables. Mais je trouve que c'est une façon de faire que je trouve quand même... on dit beaucoup que le pays en France est divisé. Les États-Unis sont extrêmement divisés. Et je suis pas sûr que pour un chef politique, de cultiver la division comme ça, de cultiver le clivage pour maintenir son pouvoir, c'est un peu ce qu'il fait, soit de bonnes méthodes pour gouverner un pays. D'ailleurs, je suis un peu surpris parce que lors de son discours d'investiture, Trump, au moment de le 20 janvier, a eu un discours que je trouvais au contraire beaucoup moins polémique que d'habitude, même s'il a critiqué durement l'establishment de Washington, mais il a cité Martin Luther King, ce qui est assez surprenant venant de Trump. Et donc j'avais le sentiment qu'il voulait justement apaiser un peu les polémiques.
Et là, sur un accident tragique, je trouve qu'il remet du sel à polémique de façon étonnante. Marie d'Armagnac, dernière réflexion. Je voulais revenir à cette politique et ce que vous dites de diviser le pays. Je pense, au-delà de la polémique de Trump, du cynisme supposé qu'il a pu avoir là, voilà. Mais cette politique de discrimination positive, pour le coup, c'est vraiment un facteur de division pour moi. C'est-à-dire qu'on essentialise les gens, on les recrute en fonction honnêtement, de leur couleur de peau, etc., plus que de leurs compétences, alors qu'il n'y a pas plus, franchement, propice à l'ascenseur social que le recrutement sur les compétences. Merci. Que l'anonymat républicain, en quelque sorte. Merci beaucoup, Merci Marie d'Armagnac, journaliste indépendante. Philippe Guibert, ancien directeur du service d'information du gouvernement. Merci Louis Dauphren pour ces débats. On se retrouve lundi matin, tout comme on retrouvera notre réalisateur Pierre-Henri Paget. C'est déjà vendredi, Pierre-Hugues, là. Eh ben oui, on part en week-end. Ah oui, je vois, chemise ouverte, chaîne en or qui brille. Au moins, vous me connaissez bien, Louis Dauphren.